prolonger les discussions entamées par la première table ronde avec notre deuxième table ronde sur l'aggravation des vulnérabilités et des inégalités sociales et de genre par les activités numériques. Donc voilà, moi c'est Atsili Kazo, je travaille à l'INJEP, donc j'ai eu la chance de suivre ce projet de recherche et on va de voir un peu comment il s'est construit. C'est vrai que la richesse des matériaux permet d'aller creuser un peu plus au-delà de ce qui fait que les jeunes ont des expériences similaires, ce qui vient faire la différence, y compris notamment dans une imbrication de rapports d'âge, de genre, de classe sociale, la manière dont on s'expose de manière différenciée aux risques, à des formes de violence, à des expériences qui ne sont pas toujours les mêmes, mais au-delà des jeunes aussi, comment les formes d'explication, d'accompagnement, d'orientation par les adultes sont aussi traversées par les rapports sociaux. Donc ça va être des sujets qu'on va explorer ensemble pendant cette table ronde. D'abord, nous aurons le plaisir d'entendre 3 membres du projet Ado Privacy qui vont présenter un peu ce que l'enquête éclaire sur ce sujet. Donc, elles ont déjà été présentées à la première table ronde, mais voilà, ça va être Sophie Géel, Nicole Boubé et Valentina Dimitrova. Et ensuite, et je les représenterai dans un second temps, nous aurons les éclairages respectifs de Mehdi Arfaoui et Margot Dehage, qui sont sociologues. Mais d'abord, je donne la parole aux membres de l'équipe pour présenter leur recherche. Merci. Merci beaucoup Anne-Cécile. Donc l'impatience était grande de savoir, mais dans ces compétences des jeunes, est-ce qu'il n'y aurait pas des différences sociales entre eux? Donc oui, évidemment, nous allons aborder cette question. Les inégalités sociales dans la protection de la vie privée, on va les aborder par différence en fait. C'est vraiment par la comparaison qu'on peut se rendre compte de la manière dont les problèmes qui se posent aux uns et aux autres ne sont pas les mêmes. Donc le travail émotionnel n'est pas non plus le même parce que on est plus ou moins équipé, on est plus ou moins accompagné et on est plus ou moins exposé aussi au risque de dévoilement de la vie privée. Selon les milieux sociaux, selon les vulnérabilités et ces vulnérabilités s'ancrent dans des inégalités qui sont inscrites socialement. Donc moi je vais mettre l'accent sur les vulnérabilités que nous avons pu observer, les vulnérabilités spécifiques que nous avons pu observer. On aurait pu dire tout à l'heure, par exemple, que la manière dont les filles et les garçons protègent leur vie privée n'est pas la même, et donc ça va avoir des conséquences aussi sur les risques pesant sur le dévoilement de la vie privée. De même, on ne fait pas la même chose non plus parce qu'on n'attend pas la même chose des réseaux sociaux et du web. Et donc, le niveau d'exposition est plus grand dans les milieux sociaux populaires et chez les jeunes qui sont particulièrement vulnérables. Donc moi, je vais mettre l'accent sur ces inégalités sous l'angle de la vulnérabilité. Et puis ma collègue Nicole Boubé qui va poursuivre la réflexion va en donner la principale explication, c'est que comme vous avez déjà commencé à comprendre que ce que faisait l'école n'était pas absolument pertinent, du coup ceux qui équipent les jeunes pour répondre à ces questions, ce sont les parents et leurs compétences sont socialement très différenciées. Alors, les premières inégalités, à l'évidence, sont des inégalités de fait du genre que l'on peut mesurer de différentes façons. Moi, je les mesure pas seulement dans cette enquête-là, dans le cadre de l'Observatoire des pratiques numériques en Normandie que j'ai cité tout à l'heure, réalisé avec et par les CMEA et traité aussi avec Jean-Marc Meunier. La première chose qui est frappante et qui ne bouge pas depuis 10 ans que cet observatoire existe, c'est le niveau d'inquiétude des filles par rapport au harcèlement, par rapport aux menaces, par rapport aux violences numériques. On a depuis 10 ans plus de 60% des filles qui sont inquiètes quand elles vont sur le web. Donc
très étonnant. Voilà. Et ce que j'ai vu augmenter, en fait, donc par rapport à ça, vous avez un différentiel de moitié, puisqu'on a à peu près un tiers des garçons qui se disent inquiets. Donc on a un tiers, 30%, versus 60% de filles qui se disent inquiètes. Et ce que j'ai vu monter en 10 ans, c'est l'inquiétude des garçons, et c'est aussi les violences dans lesquelles les garçons sont impliqués. Donc c'est pas exactement ce que nous pourrions attendre d'un système de régulation des plateformes qui est pourtant juridiquement plus performant qu'il y a 10 ans en principe. Donc le niveau d'inquiétude des filles est très élevé. Un sentiment aussi que l'on connaît bien en sociologie, un sentiment plus grand d'illégitimité des filles à s'exposer aussi, mais qui est lié aussi au regard qui est porté sur les publications des filles, hein, qui sont toujours trop, hein, donc qui vont qui sont toujours perçues comme étant problématiques. Et là, par rapport à la différence avec les frères, je repense à une observation d'une jeune fille de milieu plutôt favorisé là aussi, qui disait « c'est amusant comme moi je me pose beaucoup de questions avant de publier, alors que mon frère, il s'en pose pas. » Voilà. Donc, mais parfois, c'est aussi que les garçons vont publier beaucoup moins aussi. Il y a une injonction à la publication de photos de soi qui est perçue par les filles comme faisant partie de leur performance de genre. Et donc, elles sont à la fois beaucoup plus publiantes. On le voit aussi dans l'Observatoire normand, c'est-à-dire qu'elles sont beaucoup plus publiantes. Elles utilisent à un niveau encore plus élevé tous les réseaux sociaux photographiques, enfin qui permettent l'échange de photos, hein, que ce soit Instagram, Snapchat, TikTok, mais surtout Instagram et Snapchat. Et elles le font de façon plus régulière et elles ont aussi, alors là c'est aussi une question sur laquelle il faudrait compléter, un sentiment de fragilité plus grand que l'on voit dans le fait qu'elles ont toujours besoin d'une reconnaissance, hein, que la bande de copines puisse très vite les soutenir dans ces publications en disant « mais t'es belle, tu sais bien, on t'aime », bref. Alors ça c'est une partie de leur vie. L'autre partie c'est ce qui justifie le fait qu'elles vont publier des photos d'elles, hein, notamment. Et puis le problème, les inégalités de genre, elles se perçoivent aussi dans la manière dont elles reçoivent, enfin dans les contenus qu'elles vont recevoir. Et là, c'est un résultat que nous avons observé dans le cadre de Ado Privacy, c'est l'importance des propositions sexuelles non désirées. Donc là, il est vrai que nous allons encore citer une fille de parents cadres, mais c'est parce qu'elle explicite peut-être aussi de façon très, très longue. Et du coup, voilà, comme nous sommes passionnés par les phrases longues, on a mis l'accent là-dessus. Voilà, surtout, mais ce qu'elle, pour le coup, ce qu'elle raconte, c'est une expérience de fille, quels que soient les milieux sociaux. Et encore, les filles plus jeunes, on le verra dans d'autres verbatims, vont être encore plus jeunes, exposées à ce genre de demande. Voilà. Vraiment, c'est en mode bien libéral là-bas, dit-elle, d'une façon très métaphorique. On se lave les yeux. Vraiment, des fois, au tout début d'Instagram, je recevais au moins 5 demandes par jour comme ça. Et tu es là en mode, bah non, je te connais pas, tu es bizarre, t'es à Walpé, donc au revoir s'il te plaît. Donc, mais ces propositions sexuelles font partie de la fragilisation des filles et de la vulnérabilisation en fait. C'est une création de vulnérabilité à laquelle les filles sont exposées quand elles vont sur les réseaux sociaux numériques. Nous savons aussi qu'il y a des vulnérabilités spécifiques qui visent les jeunes homosexuels. Ça a été peu raconté, peut-être aussi parce que nous avons choisi un mode d'entretien qui était par focus group, qui facilite pas forcément ce genre de confidence sur son orientation sexuelle. Donc ça a été plutôt raconté à la personne tierce, mais
Donc c'était quand même intéressant pour nous. Je justifie quand même le fait que nous ayons fonctionné par focus group. L'intérêt, c'est quand même que les réseaux sociaux, c'est un partage d'intimité avec quelques-uns. Les petits focus group étaient construits par affinité. Voilà, on a beaucoup insisté là-dessus, sur le fait que c'était des personnes qui, voilà, les choses qui allaient être dites. Bien sûr que nous avons pris, je ne l'ai pas rappelé tout à l'heure, mais beaucoup de précautions sur la confidentialité, sur le fait de changer, bien sûr, de demander d'ailleurs aux jeunes de prendre des pseudos, ce qui fait que parfois vous pouvez voir des pseudos ou des prénoms, enfin, où vous pouvez prendre ces pseudos pour des prénoms, mais nous avons conservé les pseudos choisis par les jeunes et qui étaient une manière de manifester notre engagement à protéger leur confidentialité. Donc ça a été évoqué, mais de façon uniquement négative, c'est-à-dire quand on leur a dit mais est-ce qu'on peut parler de son orientation sexuelle, et en général ils ont dit oui bien sûr on peut, pourquoi pas, c'est-à-dire il y a une norme de tolérance qui est assez partagée, mais qui a un peu une pseudo-tolérance, c'est-à-dire c'est tolérant mais vas-y, c'est-à-dire quand toi tu vas t'exposer, que tu vas dire que tu as une orientation sexuelle qui n'est pas hétéronormée, bah tant pis pour toi. Je veux dire, c'est quand même un des paradoxes de la tolérance contemporaine, je dirais, c'est qu'elle expose l'individu seul. Donc, ce qui est venu dans des milieux non favorisés, c'était tout de suite l'association de dire oui, c'est toléré, mais bien sûr, on peut le partager, mais les personnes qui vont faire ça, ben souvent on se souvient qu'elles ont été harcelées. Donc c'est souvent associé à du harcèlement, alors qu'en terminale, dans les milieux favorisés, là aussi avec une plus grande confiance en soi, eh bien on a au contraire une jeune fille qui disait mais non, on peut la revendiquer. Donc beaucoup de nude, et là aussi c'est voilà, on va dire que parfois les classes favorisées, et c'est aussi comme ça que moi je leur dis aussi parfois, bah, vous nous exposez aussi des éléments qui sont partagés par d'autres. Là je crois que c'est aussi quelque chose qui est très très partagé, mais qui va être plus développé dans la parole de Lola. C'est l'importance de la diffusion des nudes, ou en tout cas des rumeurs aussi autour des nudes. C'est-à-dire il y a toujours une référence au fait qu'une fille a été dévoilée, que son image a circulé, et que des garçons peuvent aussi continuer, y compris donc aujourd'hui, continuer à s'en vanter. Alors, pourquoi j'ai intitulé, enfin j'ai voulu donner ce titre, Persistance de la publication des nudes, c'est que nous avons quand même des lois qui maintenant sanctionnent en principe fortement celui qui va diffuser l'image intime d'une autre personne, même si celle-ci lui a été confiée. Et donc c'est dans ce genre de détails qu'on aimerait que les enseignants aillent, hein, c'est pas dire il faut pas publier et donc continuer à culpabiliser les filles, ce qui est quand même la chose la plus facile. Culpabiliser les victimes, c'est toujours plus simple, mais c'est de rappeler que quand une fille confie, ou un garçon, mais on va dire c'est souvent les filles, confie une image d'elle nue, eh bien, il est absolument interdit de la rediffuser sans son consentement. Et donc voilà, donc ça fait là voilà, ça fait 10 ans que cette pratique du sexting ou de la diffusion de nudes a été tout à fait observée, hein, par les chercheurs, notamment des chercheurs britanniques. Et nous voyons que cela continue à faire partie des angoisses, des anxiétés qui accompagnent pour les filles la publication d'images sur les réseaux sociaux. Donc on a pu assister à des discussions intéressantes en 5e, dans un milieu social voilà, plutôt classe populaire, sur est-ce que les filles peuvent publier des images d'elles en maillot de bain. Et ça a été des discussions très vives
entre des filles qui défendaient l'idée, ça ne veut pas dire qu'elles le feraient, mais qui défendaient l'idée que oui, on peut publier des photos de soi en maillot de bain, et des garçons extrêmement censeurs, disant que c'était extrêmement, voilà, et hypocrite en même temps, disant que c'était extrêmement choquant de publier des photos, voilà. Donc oui, il peut y avoir des discussions comme ça, mais les seuls espaces qui existent pour qu'il y ait ces discussions, c'est si on veut bien, dans une classe, offrir cet espace-là. Sinon, ça va être justement ces rumeurs qui vont simplement continuer à être diffusées, y compris dans l'enceinte du lycée ou du collège. Donc, la vulnérabilité des jeunes de milieux populaires, en dehors de la question du genre, elle vient aussi du fait que certains jeunes, peut-être les plus vulnérables, sont encore davantage, mais la vulnérabilité, elle peut être liée au fait d'un milieu social, mais elle peut être aussi psychique. Enfin, on l'a pas trop développé, mais je veux dire, voilà, les jeunes qui sont en demande, en recherche de sociabilité, en recherche d'amitié, parce qu'autour d'eux, ça se passe pas très bien, donc ils vont aller chercher des amis, et nous avons eu beaucoup de témoignages de cela. Hein, oui, j'ai des amis virtuels, voilà, je peux rencontrer des personnes virtuelles. Et bien plus on rencontre, voilà, plus on rencontre de personnes qu'on ne connaît pas, dont on ne sait pas exactement qui sont, etc. Bien sûr, nous savons bien que c'est une forme d'exposition à des risques de dévoilement de soi. Et plusieurs filles nous ont dit, voilà, elles avaient cru rencontrer l'homme idéal sur Internet, mais en fait, elles ne savaient pas du tout qui c'était. Et on a l'exemple de Nike, là, donc là, c'est lui aussi qui a choisi ce pseudo, qui dit, voilà, moi j'aime rencontrer des gens, donc voilà, parce qu'il se sent isolé, c'est un mineur isolé, je tape un nom au hasard, je cherche, et après je clique et je dis bonjour, et on voit ce qui se passe. Ça pourrait paraître anodin, mais il se trouve que dans l'ensemble de l'entretien, on se rend compte qu'en fait, il est exposé à énormément de problèmes, et que donc, voilà, ces techniques... Recherche de visibilité, c'est aussi des jeunes les jeunes qui aujourd'hui qui s'exposent le plus et qui cherchent de la visibilité se retrouvent davantage, surtout au collège, dans les milieux populaires. Et avec une perception des enjeux qui est parfois un petit peu décalée. Par exemple, Vicky, donc à la fois classe populaire et vulnérable, qui publie des vidéos sur TikTok qu'elle fait dans son appartement. Sa mère lui demande simplement d'avoir un mur blanc derrière. Et elle s'abonne à tous ceux qui s'abonnent à elle par générosité. Elle a été exposée à des menaces de mort. Donc, la vulnérabilité, elle se voit dans les risques qui sont encourus, qui ont été évoqués tout à l'heure hein, par mes collègues et notamment par Valentina Dimitrova, hein, usurpation ou Valentine Favel-Capoyan. Voilà, usurpation d'identité, demande de rançon. Les cas les plus graves étaient relatés par des jeunes les plus vulnérables. Les difficultés, c'est difficultés face aux dispositifs numériques. Hein. Donc MLT2 et Nike, qui cherchent donc à rencontrer d'autres personnes, ne protègent pas leur vie privée. Et eux, c'est les seuls hein, qu'on a dans notre échantillon qui disent voilà, moi ma vie privée, les gens ils ont le droit de savoir, ça ne me dérange pas. Pour rappel, hein, 1 personne sur 6 en France n'utilise pas Internet. Plus d'un usager sur 3 manque de compétences numériques de base. Bien sûr, c'est plutôt les plus âgés, c'est plutôt les plus pauvres. Mais les plus pauvres, ça fait aussi partie éventuellement de leurs parents. Difficulté aussi face au recours. Donc, excusez-moi. Voilà, donc on a quand même l'exemple de à la fois M2LT qui lui s'est fait harceler sur son compte 3 fois de suite et au bout de 3 fois il a compris comment il fallait essayer d'éviter d'échapper aux promesses frauduleuses d'influenceurs, et au contraire Teddy, donc 18 ans, plus âgé, évidemment l'âge facilite enfin la prise de conscience d'un certain nombre de choses, et Teddy lui explique que voilà, quand il y a des problèmes, il signale le compte, il signale à Instagram, mais en même temps, il se retrouve très fortement impliqué dans des problèmes. Voilà, donc on a un processus de fragilisation, un cumul de vulnérabilité qui est à la fois lié au genre,
au milieu social, à l'âge plus jeune. Les plus jeunes nous ont aussi raconté des situations plus douloureuses. L'isolement des victimes aussi. On a une jeune fille qui s'appelle Ulysse, elle a choisi ce pseudo. Donc elle, milieu intermédiaire, mais probablement fragilisation psychologique autour d'elle, tombée amoureuse d'un garçon sur un réseau, et là aussi, il a fini par la géolocaliser. Ça s'est mal passé. Voilà. Et puis, sans que ça ait été évoqué directement, on a aussi la banalisation qui ne peut que nous préoccuper, banalisation du harcèlement numérique des jeunes handicapés et la méconnaissance par l'ensemble des jeunes du fait que, oui, c'est plus grave de harceler une personne qui est handicapée. Désolée, j'ai un tout petit peu dépassé, je vais m'arrêter. Je vais passer la parole à Nicole. Merci Sophie. Je développe la question des médiations parentales qui, comme Sophie l'a dit en début de son intervention, sont déterminantes parce qu'elles sont largement à l'origine des inégalités numériques. Je voudrais quand même, avant de commencer à présenter les caractéristiques de ces médiations parentales, préciser qu'il s'agit de pratiques et de discours des parents rapportés par leurs enfants, les adolescents dans les focus group. Donc on pourrait se dire que tout n'a pas été dit, que pour certains il a peut-être été difficile d'évoquer des médiations strictes parce que portant atteinte à au processus d'autonomisation en cours vis-à-vis des parents, ou des médiations inexistantes qui pouvaient dévaloriser les parents. Mais bon, on a quand même, c'est bien sûr, c'est tout à fait possible. Néanmoins, on a une parole suffisamment libre, suffisamment dense sur ces sujets, donc on peut se dire que le fait que les focus group se soient constitués sur une base affinitaire a contrarié les effets négatifs possibles. Premier point qui était tout à fait frappant, c'est que dans tous les milieux sociaux, les parents sont dits au courant des activités numériques des enfants et leur donnent autorisation. Tous disent ils me font confiance. C'est vraiment une phrase récurrente que nous avons entendue. Puis c'est parce qu'en fait entre nous il y a des règles un peu tacites. Et puis au fil de la discussion dans les entretiens, leur récit a révélé des médiations parentales plus complexes, strictes d'ailleurs, en collège et dans les milieux favorisés et très courantes, en particulier dans les milieux favorisés. Alors, je vais présenter cette médiation parentale des milieux favorisés intermédiaires plus longuement, parce que les propos, l'accompagnement y est dense et donc les propos aussi sont denses, et je finirai par la médiation parentale des classes populaires. Donc, la première chose qu'on peut mettre en avant, c'est que dans les milieux favorisés intermédiaires, la médiation parentale stricte passe par l'interdiction d'ouverture de comptes ou de certains comptes de réseaux sociaux, ou l'usage de dispositifs de contrôle parental direct dans le téléphone ou l'ordinateur, ou la géolocalisation. Plusieurs exemples de plusieurs terrains, d'ailleurs, d'enfants de classes favorisées qui montrent que TikTok est interdit, ou Instagram ou Snapchat, ou retarder l'ouverture et retarder. On en a un nombre, des occurrences très nombreuses de cette question-là, d'ouverture tardive. On a bien sûr également, alors, pour les plus jeunes, ce contrôle du téléphone ou de l'ordinateur, ou géolocalisation. On en a parlé, donc je reviens pas, accepté pour assurer les parents, généralement quand même sans plaisir, comme l'indique une de nos jeunes de 14 ans, qui ne peut pas accéder à tous ces jeux. Mais bon, cette médiation stricte des parents des milieux favorisés intermédiaires passe pas toujours par l'interdiction d'ouverture de comptes des réseaux sociaux,
mais aussi par la coprésence dans les réseaux sociaux. Là aussi, un grand nombre de cas ont été évoqués par les jeunes dans plusieurs terrains. Cette coprésence, le parent a mis dans des comptes de réseaux sociaux permet à la fois d'autoriser l'activité en ligne et de la suivre de près. Alors c'est le cas de collégiens, mais on a des cas d'élèves en seconde dont les parents sont sur les réseaux, dit-il, pour les surveiller. Ou bien, je l'ai pas mis dans la diapo, rapido en seconde, classe favorisée. Elle regarde mes posts aussi, elle est sur Instagram, mais souvent je me fais pas engueuler, dit-il. Ou bien les parents de Wendy en 4e, 13 ans, classe favorisée, qui a créé le compte ensemble avec sa mère et qui est devenue son amie sur Snapchat. Donc c'est extrêmement courant dans ces milieux-là. Et que ça a un effet de coprésence, cet effet de coprésence a un effet d'incitation à la prudence, disent certains. Bon, je passe rapidement, vu le temps, sur le fait que, bien sûr, dans les cas de surveillance trop importante, ces jeunes-là, de ces milieux-là, trouvent des moyens de contourner cette surveillance, notamment évoquée par un élève de 4e, qui crée des groupes privés non accessibles aux parents. Alors, précision quand même, quelques cas d'évocation, de suivi dans les réseaux sociaux des parents de milieux plus modestes, quelques cas plus rares, de mères s'inscrivant dans Instagram pour recevoir les notifications lorsque son fils public est évoqué par un jeune. Mais en fait, bon, jusqu'ici, j'ai évoqué des médiations strictes, mais je pourrais les qualifier plutôt, ces médiations parentales-là, de rapprocher plutôt, parce que c'est plutôt sur le mode de l'accompagnement qu'elles s'exercent dans ces milieux. C'est vraiment un style de médiation basé sur la discussion, l'acceptation de règles, plutôt que l'énonciation de règles auxquelles les enfants seraient tenus d'obéir, comme le relate d'ailleurs Stanislas et Hubert, en 3e et en terminale, qui font état de nombreuses discussions. On a plusieurs occurrences de ces discussions dans ces milieux-là. Et c'est un accompagnement qui vise l'autonomie, c'est strict au début, et puis ensuite on lâche le jeune qui est capable de s'autoréguler. D'ailleurs, Baptiste le dit lui-même, il a fini. Mes parents ont été beaucoup derrière moi pour que je ne fasse pas n'importe quoi. Et il en arrive à dire aujourd'hui, c'est une auto-éducation avec en amont beaucoup d'éducation et de prévention. Bon, enfin, tous ces propos de ces jeunes-là sont en conformité avec les pratiques éducatives globales des parents qui appartiennent aux classes favorisées, intermédiaires plutôt favorisées, qui visent l'autonomie du jeune, comme les sociologues, en particulier de l'éducation, comme Van Zaten, l'on montre de longue date. On en arrive à la question des compétences des parents, puisque la médiation parentale se manifeste aussi par un transfert de compétences. Et nous avons eu des cas de jeunes filles en terminale ayant des mères qui, dans leur milieu professionnel, développaient des compétences numériques élevées. Alors, la mère de Louise, qui a 2 téléphones privés et professionnels, qui leur apprend à séparer le personnel du privé, et elle et son frère suivent donc ses conseils. Ou Lily, même situation, dont la maman a été à un moment manager dans une entreprise de cybersécurité. Donc les mots de passe, le consentement, le droit à l'image, tout ça hyper important. Elle y fait attention, etc. Bon. On a aussi le cas d'un enfant, d'un adolescent, Marcel, 15 ans, classe favorisée, qui a des parents photographes et qui a eu un transfert de connaissances, de connaissances qui l'ont amené à mieux comprendre les enjeux du droit de l'auteur ou du droit à l'image. Un petit point, les compétences fortes numériques des parents ne signifient pas toujours transmission de compétences. On a le cas d'une jeune 4e dont le papa travaille chez Microsoft, en gros
qui ne signale aucun transfert de compétences puisqu'elle s'en remet à son père pour tous les problèmes. Donc ça reste, même sans transfert de compétences, du moins ce que dit la jeune, il doit y en avoir certainement un certain nombre, mais ça reste quand même une ressource pratique pour Selena qui est en 4e. Alors, ce qui est remarquable, c'est que finalement ces compétences numériques sont pas partagées, elles sont même elles sont apparues assez rarement auprès de nos adolescents des classes favorisées ou intermédiaires plutôt favorisées. Certains parents sont déconnectés, ils ne sont pas dans les réseaux sociaux, pour des raisons pour en discuter, mais c'est pas le lieu ici. Mais ces parents-là arrivent à compenser l'absence d'activité en ligne en appliquant leurs principes éducatifs généraux à la vie en ligne. C'est ce que font les parents de Hugues, 17 ans, classe favorisée, qui signale cette médiation tout à fait emblématique de celle des autres jeunes de ce milieu. Moi aussi, j'ai des parents qui sont, vous voyez, moi aussi, d'autres l'ont dit, j'ai des parents qui sont assez déconnectés de tout ça, qui n'utilisent pas les réseaux sociaux, etc. Donc, c'est peut-être un peu plus compliqué pour eux de discuter de ça. Après, c'est vrai, comme disait Hubert, il y a quand même une question de morale à tout ça qui va au-delà des réseaux sociaux, qui concerne aussi la manière dont on se comporte dans la vie de tous les jours, donc des compétences sociales qui viennent compenser l'absence de compétences numériques. Dans les milieux populaires, les adolescents indiquent soit une quasi-absence de médiation, j'ai pas de contrôle parental et de discussion, c'est pas vraiment sur le mode de l'accompagnement, je parle vraiment de strict minimum, dit Audrey, 15 ans, classe populaire. Ou chimie, je me souviens plus, la prononciation, 14 ans, puis c'est pas mon terrain, celui-là, vous rectifierez. 14 ans, 3e en classe populaire, dont la mère l'a équipée très tôt, pour qu'elle puisse la joindre, mais sans lui donner de conseils. Ma mère m'a pas donné plus de conseils que ça, elle m'a pas donné du tout de conseils. Ou Coco, 12 ans, en classe populaire, qui dit qu'elle se forge elle-même, les principes qui guident son activité, ses principes d'action dans les réseaux sociaux, comme elle le dit, je regarde par rapport à mon avis. Alors, soit donc une absence de médiation, ou bien un contrôle très strict, avec un logiciel de contrôle parental, comme d'ailleurs l'ont fait des enfants lorsqu'ils étaient jeunes, des parents issus de milieux favorisés, relativement favorisés, avec une surveillance peut-être essentiellement axée sur le temps passé, et je dirais moins riche, je ne l'ai pas évoqué pour les classes populaires. Il y a une grande variété de conseils qui sont donnés, qui va de l'esprit critique à l'usage des fonctionnalités numériques. Il y a néanmoins une stratégie commune à tous les milieux sociaux, des parents déconnectés, la délégation de l'information, de la surveillance de l'enfant à des jeunes adultes de la famille. Ce qui d'ailleurs, on pourrait dire, manifeste une préoccupation très forte et générale de l'ensemble des parents, quel que soit le milieu social, vis-à-vis des pratiques numériques de leurs enfants. Donc quelques exemples qui sont cités, qui a reçu les conseils les plus précis de ses grands frères, ou bien Elsa en 3e, qui certes était sous le contrôle de sa mère, mais aussi de toutes ses cousins, cousines, toute sa famille élargie. Alors là aussi, on voit des styles de médiation par la fratrie qui diffèrent selon le milieu social. Les jeunes reconduisent les médiations qu'ils ont eues de leurs parents. C'est le cas, par exemple, d'Olivier, de Bob, qui discutent, qui montrent ce qu'ils font, qui montrent où cliquer, ne pas cliquer. Ils disent être sur le mode de l'accompagnement, de la discussion, mais à noter que Léa, qui est dans la classe terminale, même classe que d'ailleurs, classe populaire, mais dans un lycée de centre-ville, accueillant majoritairement des enfants de classe
de classe favorisée qui dit qu'elle aussi, elle est sur le monde de l'accompagnement avec sa petite sœur collégienne. Elle montre des vidéos percutantes et discute avec elle. Ou encore Audrey, qui elle aussi est sur le monde de l'accompagnement, qui donne elle aussi en lycée d'enseignement général, qui donne des conseils de prudence à ses petits frères ou petits frères et sœurs. Néanmoins, on a aussi des cas de médiation, de contrôle très strict réalisé par la fratrie on a toujours le cas dans les milieux populaires. C'est la grande sœur de Nour qui gère son temps d'écran, qui l'a obligée à désinstaller TikTok. Et ce genre de médiation, on pourrait dire, plutôt coercitive, et là aussi est en conformité avec les rapports assez hiérarchiques, moins égalitaires dans les familles populaires. Mais à nuancer, donc, il peut y avoir des médiations sur le mode de l'accompagnement aussi par la fratrie dans les milieux populaires. Et un dernier point important pour finir, dans la perspective qui est la nôtre, de pas simplement considérer les réseaux sociaux, mais aussi l'ensemble des plateformes numériques, jeux, applications commerciales. C'est que les réseaux sociaux, semble-t-il, monopolisent entièrement la médiation parentale. On a eu par les jeunes de la vigilance qu'il faut également avoir sur d'autres types de grandes plateformes. Voilà, merci. Alors moi, je vais prendre la parole, et je vais essayer d'être rapide parce que le temps presse. Nous avons tous froid et faim. Bon. Alors moi, dans ce que je dois vous présenter, c'est justement qu'est-ce que l'école et le rôle de l'école par rapport à l'absence lorsque les médiations parentales n'existent pas, sont inexistantes ou défaillantes. Quel rôle l'école peut jouer pour les jeunes vulnérables? Et donc, effectivement, en absence, comme nous l'avons constaté donc, dans le cadre de notre enquête, les inégalités numériques des adolescents viennent principalement de la différence entre les compétences parentales et la capacité des parents à transmettre des principes de comportement clairs, cohérents avec leur propre prudence et sans porter atteinte quand même à la confiance des adolescents dans leurs propres compétences. Donc, en absence de la médiation parentale, les jeunes, comme par exemple dans ce lycée professionnel que j'ai cité dans la table ronde précédente, le lycée professionnel qui accueille des publics vulnérables, allophones, les primo-arrivants, donc qui se retrouvent seuls, confrontés à des problèmes souvent insurmontables pour eux. Cela fait que les enseignants dans ces institutions ont plusieurs rôles à jouer, à assurer. Être éducateur, assistant social, juriste, juge, enfin juriste bien sûr au sens figuré, mais ils sont amenés à statuer sur un conflit, identifier des coupables ou des personnes impliquées, mettre en place des sanctions. Et donc, ah non, ça marche pas ici. Non, parce que tu décolles comme ça, oui, pardon. Donc, les personnes qui travaillent dans ces milieux-là, les formateurs, les enseignants, mais aussi les chefs d'établissement, sont effectivement conscients de la vulnérabilité des publics qu'ils accueillent. Et donc, ils sont très engagés, en fait, pour accompagner au mieux ces personnes-là. Si dans les milieux favorisés, par exemple, les chefs d'établissement peuvent adresser des informations aux familles par mail ou pour les sensibiliser, mais donc dans les milieux plus vulnérables, les enseignants doivent directement gérer les questions avec les jeunes donc ça les conduit des fois à des lourdes charges et certains se demandent même est-ce que ça rentre dans le périmètre de leur mission.
On peut du coup passer au diapo suivant, parce que la question qui se pose effectivement et qui motive quand même ces personnes, enfin ces éducateurs de s'investir, c'est le fait que l'enjeu de la vie privée est fortement associé à la question de la citoyenneté en fait. Souvent, ce sont des personnes qui sont accueillies, sont issues de l'immigration récente, et ce sont des personnes qui ne connaissent pas le droit en général. On nous a fait reporter des histoires des jeunes qui luttaient même pour avoir le droit au séjour en France. Et donc, du coup, déjà confrontés à des institutions, sans comprendre le fonctionnement de ces institutions, c'est compliqué pour eux. La question de la vie privée, ça reste aussi une question mal comprise. Et pour les adultes qui les accompagnent, donc il faut les former au droit en général, former ce rapport à la loi, développer ce rapport à la loi. Et comme on a aussi souvent des mineurs isolés, donc en absence des parents, ou avec des parents qui maîtrisent mal eux-mêmes le fonctionnement des institutions, des droits, mais aussi des enjeux numériques. Donc il y a un devoir professionnel qui est ressenti par ces enseignants et ces formateurs d'éduquer les jeunes à la vie en général, y compris donc dans cette facette, la privacy. Et donc au final, ce qu'on retrouve donc sur ce terrain qui accueille des publics vulnérables, c'est une revendication de considérer justement les élèves les jeunes non pas uniquement comme les élèves, mais comme les enfants qui ont besoin d'être accompagnés et formés. Et c'est l'affaire de l'ensemble des acteurs de la société pour ces enseignants. L'ensemble de la société doit y contribuer et pas uniquement l'école. Donc, les acteurs de la santé doivent y contribuer, les assistants sociaux aussi. Cela implique effectivement le fait que l'éducation à la privacy doit être l'affaire de tous. Et donc, on peut se poser la question, est-ce que c'est uniquement valable pour ces milieux où on accueille des publics vulnérables, ou est-ce que c'est aussi valable pour tous les milieux sociaux confondus? Merci. Merci beaucoup, et oui, merci d'avoir un petit peu accéléré pour qu'on essaie qu'on tienne un petit peu le temps malgré le retard avec lequel on a commencé. On va pouvoir tout de suite prolonger un peu les réflexions avec deux interventions, deux éclairages, donc de Mehdi Arfaoui et de Margot Dehage. Alors, Mehdi Arfaoui, vous êtes sociologue au sein de la CNIL, et vos travaux pilotent des enquêtes en sciences sociales, mais qui vont un peu aller du côté et de la régulation des technologies et des usages numériques. Notamment, vous travaillez sur la protection des données personnelles de groupes sociaux dits vulnérables, donc des mineurs, notamment des publics empêchés aussi et des seniors. Et ensuite, Margot Dehage, vous êtes aussi sociologue, maîtresse de conférences à l'Université Grenoble-Alpes. Et vos recherches ont porté sur le cybersexisme, notamment avec le centre Hubertine Auclair, mais aussi sur les violences en milieu scolaire, l'effet des pratiques numériques sur ces risques. Et vous avez notamment publié cette année à l'École des mauvaises réputations aux presses universitaires françaises de France. Désolée. Mais d'abord, Mehdi Arfaoui, je vous donne le micro. Temps de transition. Vous avez accès au backstage de la communication. Voilà, comme le temps est très court, j'ai effectivement noté
presque exactement tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui afin d'être sûr de ne pas déborder. Donc, je m'appelle effectivement Mehdi Afaoui, j'ai été présenté, donc je ne reviens pas là-dessus. Je voudrais juste vous remercier pour cette invitation qui permet de présenter de notre côté aussi des résultats qui sont assez préliminaires. Et donc, l'idée d'une conversation, d'une discussion après nous permettra d'avoir des retours là-dessus. Je travaille avec le service d'éducation numérique de la CNIL, dont la mission est précisément de savoir comment est-ce qu'on peut s'insérer dans le quotidien des adolescents pour les accompagner au mieux dans la protection de leur vie privée. Et aujourd'hui, dans le temps que j'ai, je voudrais revenir sur des résultats qui concernent particulièrement la question de l'accompagnement parental. Et donc je suis très content parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur lesquelles je vais pouvoir à la fois rebondir, compléter, puis donner même des confirmations par rapport à ce que nous on a vu sur le terrain. L'idée, à travers un exposé où on va terminer sur une typologie des formes d'accompagnement parental que nous on a observé sur le terrain, c'est d'essayer de comprendre si cette diversité des formes d'accompagnement parental, elle dénote, elle souligne des formes d'inégalité qui peuvent être donc aggravées à travers cette relation de médiation entre les parents et les enfants en ce qui concerne les questions du numérique. Alors, je reviens très très brièvement sur la question de notre méthode. En fait, depuis plusieurs années, la CNIL elle se donne comme objectif d'adosser son action, la production de ressources, etc., à un travail de terrain. Et donc, c'est la raison pour laquelle, là, on est en train de travailler sur des matériaux pour les collégiens, les collèges et les parents des collégiens. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a choisi de procéder donc par un travail de terrain qui a regroupé jusqu'à présent près de 120 entretiens auprès de collégiens, collégiennes. On continue un petit peu le travail de terrain pour diversifier un peu plus encore l'échantillon. On a fait circuler 600 questionnaires auprès de parents de collégiens et collégiennes qu'on est en train de traiter, ce qui fait que ce que je vais vous dire aujourd'hui, ça hérite surtout de notre analyse des entretiens qu'on a fait avec les collégiens et de notre compréhension en première lecture des données quantitatives. Donc, quand je vous disais la recherche en train de se faire, on prend des retours de votre part et de la discussion. C'est vraiment le cas, je n'ai pas menti. Et enfin, on voudrait, comme ça a été énoncé, s'adresser également à des professeurs référents à la question de l'éducation aux médias et à l'information qui sont effectivement ce nœud, j'ai pas envie de dire manquant, parce qu'en fait, c'est des personnes qui sont extrêmement actives, mais qui ont encore finalement beaucoup de défis à remplir. Et évidemment, notre travail n'aurait pas pu se faire sans la lecture et la compréhension d'un ensemble de travaux en sciences sociales, de chercheurs et chercheuses en différentes disciplines des sciences sociales, dont nous avons d'éminents et éminentes représentantes aujourd'hui, que je remercie parce que le démarrage de cette enquête a été drôlement facilité par la lecture de ces travaux extrêmement riches. On a d'ailleurs publié une revue de littérature sur le site de notre laboratoire à la CNIL, le laboratoire d'innovation numérique de la CNIL, le link qui s'est efforcé de synthétiser un petit peu ces travaux. C'était initialement un travail de synthèse qu'on a fait pour nous, de revue de littérature qu'on a fait pour nous, mais qui s'est avéré à mon avis intéressant à partager. Alors, je vais revenir très très rapidement sur des éléments qui ont déjà été beaucoup dits, mais qui me semblent importants dans le cadre de la suite de la présentation, sur le rapport paradoxal que les adolescents entretiennent à la vie privée. On l'a déjà souligné, la période notamment du collège que nous on a analysée, c'est une période de recherche d'autonomie de la part des adolescents, une autonomie qui se construit essentiellement vis-à-vis du regard des parents. Et on essaie de se créer des espaces d'intimité à l'abri du regard des parents. Par conséquent, ce qui est ironique dans cette histoire, c'est que la vie privée pour un adolescent de 11 ou 12 ans, c'est aussi beaucoup la vie privée par rapport aux parents et non pas seulement par rapport à la sphère publique. Et on va voir pourquoi c'est important. Deuxièmement, on en a beaucoup parlé, je ne vais pas revenir dessus, à la fois les plateformes mais aussi le système de régulation sociale dans un collège fait qu'il y a une incitation très très forte au partage d'intimité par les adolescents et les adolescentes, on l'a vu juste avant, et donc voilà, qu'il y a une production abondante et un partage de matériaux intimes qui sont souvent un révélateur des formes de confiance entre adolescents. Ceci nous amène forcément à constater ce qui a déjà été dit, à savoir le sentiment de méfiance qui émerge au cours de ces formes de partage. Et donc, il y a à la fois des incitations, une volonté de s'intégrer au groupe de pairs, de construire sa réputation, en même temps une méfiance des conséquences et des risques, ça a déjà été très très bien dit, qui peuvent émerger de ces situations. Et enfin, tout ça aboutit au développement d'un ensemble de stratégies de la part des collégiennes et des collégiens pour précisément protéger leur vie privée.
on voit que en fait, c'est surtout des étapes d'exploration numérique qui vont permettre de trouver, d'identifier par expérimentation, par intuition un ensemble de stratégies, mais que ça peut également, lorsque des parents sont présents pour cela ou que l'institution scolaire est présente pour cela, émerger d'un ensemble de matériaux fournis par ces deux institutions, l'institution familiale et l'institution scolaire. Tout ça pour dire que cette situation extrêmement paradoxale, qui est dirigée vers une incitation au partage et en même temps une méfiance dans le partage, une méfiance vis-à-vis des parents et en même temps un besoin des parents pour se protéger en ligne lorsque la situation devient vraiment grave, la volonté d'avoir une assistance parentale et en même temps d'avoir le sentiment de connaître, d'avoir un ensemble de stratégies, donc d'avoir une connaissance, j'ai envie de dire, indigène du fonctionnement du numérique et que finalement les parents n'y comprennent pas grand-chose. Tout ce nœud-là est un gros problème pour à la fois les accompagnants et les parents dans l'identification des bonnes stratégies pour s'adresser aux collégiens et aux collégiennes. Et c'est là-dessus qu'on va rentrer tout de suite. Donc si l'on se concentre sur la question du rapport à l'accompagnement parental chez les adolescents, l'une des grandes surprises en fait, de notre enquête, ça a été de voir le niveau d'acceptation par les adolescents des formes de contrôle parental, qu'elles soient plus ou moins lâches, mais du fait que les adolescents étaient systématiquement en mesure de mentionner leurs parents lorsqu'il s'agissait de mentionner un référent en cas de violation de leur vie privée. Et d'ailleurs, même dans des situations d'atteinte assez graves en fait, à la vie privée, par exemple des parents qui vont aller fouiller directement dans l'historique, beaucoup d'enfants nous ont dit « mais moi, si elle me demande, c'est pour ma sécurité, ça ne me dérange pas plus que ça ». Évidemment, ce serait trop facile si on s'arrêtait là. Et ce serait presque dommage pour cette présentation. En réalité, ce qu'on observe, c'est que la crainte des adolescents est en fait moins d'être contrôlés dans leurs usages numériques que d'être empêchés ou sanctionnés sans considération pour leurs usages concrets ou réels. Et c'est donc en fait, il y a une mauvaise interprétation par leurs parents de leurs usages qui engendre une mauvaise forme de contrôle et de surveillance. Et on a pu constater lors de nos entretiens que pardon, j'ai perdu mon fil, que le manque de confiance accordé aux enfants, l'absence de marge de négociation des enfants vers les parents et que la méconnaissance par les parents de ce que sont concrètement les usages des enfants, au-delà de la question, on l'évoquait tout à l'heure avec Yann Brula, du temps de l'écran qui en fait recouvre une grande disparité de pratiques, eh bien, encourageait le détournement des règles parentales. Et que dans une situation... Hop là. C'est le fil. Ouais. Je relance. Ça devrait marcher. C'est bon ? Super. Donc, qu'il y avait des... voilà, que le manque de négociation et le manque de confiance de la part des parents pouvaient engendrer des formes de détournement des règles parentales. Dans notre travail, on évoque le terme de découplage pour évoquer ces situations. En fait, vont se maintenir à ces moments-là une double réalité, celle illusoire en fait que les parents pensent contrôler du fait d'être persuadés que les enfants respectent les règles qui ont été mises en place, et la réalité concrète des pratiques des adolescents qui ont finalement joui d'espace non plus de négociation, mais de détournement des règles parentales. Et de fait, le découplage est susceptible de ternir énormément le canal de communication entre les parents et les enfants, et donc de retarder le moment où, dans un cas de violation grave de la vie privée des enfants, les enfants vont se tourner vers leurs parents pour avoir de l'aide. Et on voit bien donc que ça peut avoir des effets très très graves sur la vie privée des adolescents. Évidemment, la propension d'avoir des parents qui sont à même de proposer un accompagnement au numérique, qui ouvre à la fois des marges de négociation, qui comprend les pratiques des enfants tout en préservant leur autonomie, et non seulement ça c'est un défi pour l'ensemble des parents, mais c'est également un défi qui est conditionné et très socialement marqué lorsqu'on observe ce que nous disent à la fois les enfants et les parents au cours de nos échanges. Aujourd'hui, on va se concentrer, et donc c'est là qu'on en vient en fait au cœur du sujet de ce panel, puisque je voudrais vous proposer de nous concentrer sur deux facteurs, deux critères qui semblent extrêmement déterminants dans les stratégies qui vont être adoptées par les parents pour exercer le contrôle parental.
Et on va voir que ces stratégies vont découler à des formes de risques de découplage plus ou moins forts selon les situations. Alors, c'est une typologie exploratoire que je vous propose d'exposer tout d'un coup, comme on n'a pas beaucoup de temps, ce qui vous permet de lire en parallèle. Mais l'idée, c'était d'avoir, donc sur la colonne de gauche, la disponibilité des parents, qui est évidemment un critère extrêmement socialement marqué, notamment parce qu'en fait, il dépend notamment de la fonction professionnelle des parents. Et sur la ligne du haut, les dispositions, ou ce qu'on peut appeler les capacités numériques des parents, donc qui sont effectivement également très corrélés au niveau de diplôme et à des positions sociales. Je précise qu'on pourrait faire entrer sans doute plein d'autres facteurs dans ce tableau qui peuvent permettre de déterminer les stratégies employées par les parents, mais là ce sont vraiment les deux facteurs qui sont sortis de manière très très fréquente, si ce n'est systématique, au cours de nos entretiens. Donc on va jouer au jeu des extrêmes pour faire comprendre un petit peu ce tableau très rapidement, puis après peut-être qu'on pourra ouvrir sur la discussion qui nous permettra de revenir plus en détail sur différents éléments. Mais si on regarde par exemple les parents qui ont à la fois une disponibilité en temps très très forte et des dispositions au numérique très très fortes, on observe notamment ce qui a été décrit tout à l'heure sur une stratégie rapprochée, je crois que vous avez dit lors de votre présentation. Alors moi j'ai appelé ça le compagnonnage, et mince. Hop là. C'est celui-là. J'essaie de... Hop là. Voilà. Alors, Nicole Boubet évoquait tout à l'heure les formes rapprochées ou des stratégies de coprésence avec les adolescents. C'est exactement ce qu'on a observé sur le terrain au sein de familles que là, on pourrait nommer effectivement privilégiées ou favorisées dans votre schéma ou votre répartition entre familles populaires et familles privilégiées. Moi j'ai préféré rester donc sur des critères, mais en fait, on reviendrait à peu près sur les mêmes catégories sociales, où il y a des formes de compagnonnage, donc introduction active aux réseaux sociaux, à l'informatique, qui en fait vont donner aux parents énormément de clés de lecture et de compréhension des activités de leurs enfants. Donc là, on s'éloigne de formes possibles de découplage, parce qu'en fait, les enfants ont l'impression que les parents comprennent, qui sont, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Nicole Boubet, souvent dirigés vers la prise d'autonomie progressive et non pas des formes de contrôle, mais en fait une façon de lancer l'enfant pour que derrière, il puisse ou elle puisse se débrouiller seul. Et donc, on voit là comment des parents déjà favorisés vont spontanément, ou pas spontanément d'ailleurs, parce que souvent, c'est aussi parce qu'ils arrivent à trouver de l'information aux bons endroits, faire découler des stratégies d'accompagnement qui elles-mêmes vont engendrer une meilleure communication parent-enfant et un enfant peut-être mieux informé. Et si on va à l'opposé, si on regarde par exemple des cas dans la typologie où les parents sont faiblement dotés en capitaux numériques et faiblement dotés en temps accordé à l'accompagnement de leurs enfants, on observe exactement ce que vous avez décrit tout à l'heure, à savoir des formes de délégation, très souvent effectivement un grand frère et une grande sœur. Il existe d'autres configurations, mais c'est le cas le plus fréquent. Et dans les cas où vraiment les capacités numériques sont les plus faibles et le temps surtout disponible est très faible, on observe des formes de laisser-faire, donc aucune intervention et des enfants qui sont soit livrés à eux-mêmes ou livrés à trouver d'autres formes d'information sur ces sujets-là. Alors je vais faire juste un petit détour par la catégorie du centre qui me semble intéressante à évoquer, que j'ai nommé l'ACES, qui en fait est la spécificité des parents très éduqués, très très fortement dotés en capitaux numériques, mais dont le regard sur les outils numériques, Internet, les réseaux sociaux, s'avère être beaucoup plus pessimiste que des parents qui vont être dans le compagnonnage, qui vont essayer d'accompagner. Et là, on observe exactement ce que vous avez décrit également tout à l'heure, donc j'étais très rassuré, on se disait avec Margot DH, c'est très agréable de voir que nos résultats sont confirmés, et donc je l'ai senti tout à l'heure pendant la présentation de Nicole Boubet, avec la CES, donc une interdiction partielle ou totale des activités numériques, non pas par méconnaissance et difficulté de contrôle des activités des enfants, mais au contraire par presque excès de capitaux numériques et de regard critique par rapport aux outils numériques. Je m'arrête là, j'ai beaucoup trop parlé. Je vous propose d'ouvrir la discussion après la présentation de Margot DH s'il fallait revenir en détail sur ce tableau. Et je vous souhaite bon courage avec le câble HDMI.
Ah oui, ça doit être ça. Bien, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup pour cette invitation, pour vos présentations qui, oui, comme Mehdi Arfaoui l'a dit, complètent vraiment et confirment ce qu'on observe aussi sur nos terrains. Donc, effectivement, comme ça a été dit, hein, actuellement, je travaille sur l'enquête cybersexisme. Donc, je ne peux pas encore présenter les résultats puisque c'est en cours. Mais alors, mon propos s'appuiera avant tout sur mon travail de recherche doctorale. Mais bien sûr, hein, parfois, vous allez voir que je peux un peu m'inspirer de ce qui a été pris, ce qui a été trouvé dans cette enquête en Île-de-France auprès de 14 établissements scolaires, qui est une enquête par questionnaire. Donc ici, je vais revenir essentiellement sur un travail d'ethnographie que j'ai mené dans 4 collèges d'établissements franciliens de 2016 à 2018. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que bon, j'avais fait l'ethnographie, donc j'ai échangé avec environ 150 collégiens pendant 2 ans, mais je me suis aussi connectée sur Snapchat et sur Instagram, ce qui permet un petit peu de limiter l'effet biais de désirabilité qu'on peut avoir dans les entretiens, c'est-à-dire qu'ils nous disent oui, moi je respecte les enjeux de ma vie privée, des données personnelles, etc. Et à la fin, quand on est sur Snapchat, on voit directement des vidéos de leur maman dans leur salon ou de choses comme ça. Donc de ce point de vue-là, c'était intéressant. Alors, les jeunes, finalement, et leurs parents ne sont pas du tout, finalement, les parents ne laissent pas les jeunes livrés à eux-mêmes face au numérique, et ça, quelle que soit leur origine sociale. Pour autant, ils sont dans un dilemme au moment où ils les équipent. C'est-à-dire que actuellement, en tout cas les derniers chiffres de Médiamétrie 2020 disent que l'âge moyen du premier équipement en smartphone, c'est 9 ans et 9 mois, donc c'est très tôt. Et les parents les équipent très souvent parce qu'ils cherchent à ce que leurs enfants soient en sécurité. Et parce que ils vont rentrer tout seuls de l'école, ou parce que ils se sont séparés, ils veulent parler directement à leur enfant, etc., etc. Donc ce téléphone, d'un côté, il est là pour sécuriser les parents, mais d'un autre côté, il est là aussi pour contrôler les enfants d'une certaine manière, puisque on leur dit, bon, tu auras un téléphone si tu es sage, tu auras le droit de te connecter aux réseaux sociaux si tu as des bonnes notes, etc. Et ce droit peut être retiré si jamais tu ne respectes pas les attentes qui ont été formulées. Alors, c'est un droit, donc c'est une confiance, je dirais, sous contrainte et sous contrôle, puisque là, ce qu'on a vu dans l'enquête cybersexisme, c'est qu'à peu près la moitié des élèves de 6e et de 5e qui ont un téléphone portable ont donné leur mot de passe d'au moins un de leurs réseaux sociaux à leurs parents. Donc, ils sont extrêmement contrôlés. Les données personnelles ne valent pas quand il s'agit du contrôle parental. Donc, ils commencent comme ça leur vie numérique à offrir leurs données parentales à leurs enfants. Bon, alors, donc les parents ne leur permettent pas nécessairement d'aller sur les réseaux sociaux. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne le font pas. Et effectivement, cette question de l'interdiction qui bloque le dialogue et qui va mener au contournement de la règle, elle est très présente, y compris dans les classes favorisées, on leur dit bah non, nous on est contre les réseaux sociaux, donc tu peux avoir un téléphone, mais tu n'iras pas sur les réseaux sociaux. Eh bien, y a ces détournements qui se font. Donc là, j'ai décidé de faire pas mal parler les jeunes, parce que voilà, c'est toujours plus explicite. Donc j'ai pris l'exemple de Maxime, qui est en 6e, et il raconte, quand j'avais 8 ans, j'ai téléchargé Snap, et ma mère, elle m'a dit, t'as pas l'âge, télécharge pas. Il n'y a pas de limite d'âge sur les réseaux, enfin, on ne les respecte pas. Il y a un certain âge, parce que Snapchat demande si les personnes ont moins de 13 ans. Il y a un certain âge où ils acceptent... C'est encore là. Voilà.
Il y a certains âges où ils acceptent pas qu'on ait Snap. Je sais pas quel âge, il sait même pas. On est obligé de mentir sur notre âge. J'ai téléchargé. Après, ma mère, elle avait dit non, mais j'ai quand même téléchargé sur son téléphone. Donc, il va carrément sur le téléphone de sa maman. C'est une manière aussi de s'initier sous le contrôle parental. Elle m'a vu, elle m'a dit c'est quoi? Je lui ai dit bah c'est Snap. Elle m'a dit d'accord, mais ajoute personne que tu connais. Maintenant, comme je suis grand, il a 11 ans, j'ajoute tout le monde. Voilà. Donc évidemment, le contrôle parental n'est pas le même suivant qu'on soit une fille ou un garçon, suivant notre origine sociale, bien que j'ai l'impression que la différence liée au genre est beaucoup plus importante que la différence liée à l'origine sociale. De manière systématique, les avertissements parentaux sont adressés plus fréquemment aux jeunes filles qu'aux jeunes garçons. Donc là, j'ai mis l'ordre. Alors, c'est vrai que les questions qu'on avait posées aux élèves, c'était pas des questions directement liées aux données personnelles, mais en tout cas, lors des avertissements qu'on leur formule, attention aux arnaques, attention aux inconnus, attention à l'image en ligne, attention aux risques pour la santé, à la perte de temps, virus, contenu pornographique et contenu violent. Donc la première chose sur lesquelles on les avertit, c'est les arnaques, ensuite les inconnus et ensuite l'image en ligne. Donc ça, c'est pas forcément très lié aux vulnérabilités auxquelles ils sont exposés, d'ailleurs, parce que les vulnérabilités auxquelles ils sont exposés, c'est avant tout des violences morales et des violences verbales. Donc c'est un petit peu, on voit un petit peu ici ce décalage entre les risques que perçoivent les parents et ce que vivent vraiment les adolescents. Ensuite, donc c'est d'abord les filles reçoivent beaucoup plus d'avertissements et les garçons sont avertis de manière équivalente pour les contenus pornographiques et davantage pour les virus. En ce qui concerne l'origine sociale, en fait, il y a à peu près 10% des élèves qui ne reçoivent aucun avertissement. C'est à peu près 7% dans les classes moyennes et favorisées, contre 12% dans les classes défavorisées. Donc finalement, on n'est pas non plus sur quelque chose d'extrêmement clivant. Et on a à peu près ce même ordre en fait, qui est respecté d'un côté et de l'autre. Et plus on est jeune, plus on est averti concernant les réseaux sociaux. Il y a quelque chose qui perdure quand même dans le temps, c'est la question de l'image en ligne, en particulier pour les filles. Alors, effectivement, il y a une question de l'apprentissage de l'autonomie qui est liée aux différents styles éducatifs des parents. En fait, il y a des parents qui vont favoriser l'apprentissage de l'autonomie en disant à leurs enfants qu'ils leur font véritablement confiance, en leur laissant aller. Et on voit bien que certains de ces enfants ont complètement intériorisé en fait les attentes de leurs parents. Donc ici, Marion, elle raconte « Mes parents savent que j'aime avoir Instagram ». Donc elle a eu un téléphone en CM2. Mais je sais très bien me limiter, je sais me gérer seule. C'est en moi, je n'ai pas le temps, je n'ai pas besoin de regarder l'heure pour me dire que je vais arrêter. Donc on voit ici que ces parents, ce qu'ils attendent avant tout, c'est une limitation du temps d'écran pour finalement, donc elle me disait dans un autre entretien, pour avoir plus de temps pour se consacrer à ses devoirs ou pour préserver sa santé psychologique. Donc voilà, ses parents savent qu'elle est comme ça et ils lui font confiance. D'un autre côté, et ça donc elle est d'origine favorisée dans le centre parisien. D'un autre côté, dans les classes populaires, on peut avoir, et c'est pas toujours le cas, des styles éducatifs qui sont plus autoritaires. Cette notion de style éducatif, c'est la notion de Daniel Tin. Par exemple, on a l'exemple de Mimi qui, elle a eu un iPhone 5S, c'est important, en 6e. Donc cet entretien date de 2017, c'est pour ça que ça paraît un peu daté comme ça. J'ai mis directement Snap, Insta et Facebook. Mais elle, ses frères ne voulaient pas. Elle a 6 frères et une sœur. Mes frères, ils m'ont dit de ne pas télécharger des réseaux sociaux, mais moi, je m'en fous, je le fais quand même. Ils savent pas que j'ai, mais moi, je sais cacher. Ma sœur, elle sait. Deux autres frères savent aussi.
Si j'ai un problème sur les réseaux, j'en parle à ma sœur dans le collège, j'en parle à ma meilleure amie, pas aux adultes. Après, ils vont l'étaler à tous les professeurs et ils vont tout savoir. Alors ça, c'est quelque chose c'est là où peut-être la différence est plus forte entre les milieux sociaux, puisque l'exposition aux risques sur les réseaux sociaux, les risques en termes de harcèlement, violence morale, violence sexuelle, etc., moi, j'ai pas trouvé de différence en termes d'origine sociale. Donc, quand on passe les enquêtes à 4000 élèves, on n'a pas de différence en termes d'origine sociale à l'exposition au risque. Après, on a des différences en termes d'origine sociale au recours. C'est-à-dire que si vos frères et sœurs et vos parents et vos enseignants vous interdisent d'aller sur les réseaux sociaux, comment vous allez leur expliquer ensuite que vous avez que vous avez subi des violences et comment vous allez leur demander de l'aide? Eh ben, vous ne pouvez pas, vous êtes bloqué puisque vous avez fait ça en douce d'une certaine manière. Et dans les milieux où finalement on a pris l'habitude très jeune de discuter de ce qu'était le numérique et de comment s'en protéger, etc., eh bien ici, le retour aux parents est beaucoup plus facile. Mais le retour aux parents, c'est pas souvent ce qui est privilégié, c'est pas toujours ce qui est privilégié par les jeunes, parce qu'ils ont justement la conscience d'un certain décalage en fait entre les compétences des adultes et leur vie à eux sur les réseaux sociaux. Snapchat, les adultes ne connaissent pas nécessairement. Donc ils vont plus se concerter entre jeunes. D'ailleurs, ils ont choisi Snapchat pour une raison assez simple, c'est parce qu'il n'y avait pas les parents pour la plupart du temps. Hormis, peut-être, ça c'était dans le cadre de mon enquête doctorale, il y avait plus les parents des milieux populaires sur Snapchat. Donc eux pouvaient avoir plus facilement un regard sur les activités de leurs enfants sur les réseaux sociaux. Et s'ils n'étaient pas eux-mêmes, ils avaient plus souvent l'habitude de regarder Snapchat avec leurs enfants, au moment de préparer la cuisine, dans les temps communs. Voilà. Donc, intéressant sur Snapchat, un des parents les plus ascètes, ascétique que j'ai rencontré, c'est Emmanuel Durand, le PDG France de Snapchat, qui m'a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi les parents laissaient leurs enfants aller sur Snapchat, parce que c'était comme la rue. Alors, pour conclure, donc ce que j'aurais pu dire en plus de ça, c'est que les pères viennent renforcer le contrôle parental, donc justement avec ces logiques de réputation qui ont été citées, c'est-à-dire que une jeune fille est censée être plus vulnérable sur les réseaux sociaux, donc si elle prend plus de risques, eh bien les pères vont venir lui faire payer, c'est tout le paradoxe, hein, c'est ainsi un cycle vicieux. Les autorisations familiales, elles sont différenciées selon le genre et l'origine sociale, effectivement, mais ça va conditionner aussi le retour à la famille et les demandes d'aide de la part de la famille. On demande plus facilement l'aide à la famille qu'à la communauté scolaire, ça c'est un point aussi important. Ce que j'ai pas dit, mais je le dis en une phrase en conclusion, c'est que en ligne, c'est surtout les garçons qui sont les plus visibles, qui ont des pratiques, qui cherchent. Les jeunes garçons cherchent à être influenceurs en 6e, 5e, et puis ça leur passe. Et les jeunes filles, ça ne leur vient beaucoup moins à l'idée. Et si jamais elles veulent gagner en visibilité, leur stratégie, c'est pas nécessairement de poster des images d'elles-mêmes, c'est plus d'aller liker les contenus des autres, puisque les échanges se passent essentiellement en privé sur les réseaux sociaux. Et donc voilà, je finirai là-dessus. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. C'était très intéressant d'avoir ces différents éclairages à la fois sur les pratiques des jeunes et puis les différentes formes de contrôle au niveau des parents, des pères, de la fratrie, de l'école aussi. C'est vraiment un réseau très connecté et qui révèle des inégalités liées aux rapports sociaux. Il est donc 13h22, on a dépassé le temps de la table ronde. Je propose quand même de prendre une ou deux questions. Je pense que ce serait quand même chouette d'avoir le retour du public, si vous en avez. Oui, et je vais juste me déplacer. Je peux réagir? Je ne sais pas si on m'entend. Non. Je quand même vous donne le micro. Oui. Merci beaucoup pour vos interventions. J'ai une question. Vous avez utilisé
l'expression contrôle parental. Est-ce que dans le mot contrôle parental, j'imagine que la réponse est double, vous traitez du dispositif technique proposé par les réseaux sociaux numériques à des fins d'outiller les parents pour mieux suivre l'activité de leurs enfants, et donc un élément marketing qui finalement va à contresens de la philosophie de notre travail, ou est-ce qu'on parle du contrôle parental, c'est-à-dire la capacité d'un parent à exercer une forme de contrôle ou de surveillance ou d'accompagnement? Et vous avez utilisé l'expression accompagnement parental, et donc voilà, ça me paraissait intéressant de mettre en avant ces termes-là qui me semblent assez critiques par rapport au momentum qu'on vit sur la prise de conscience en France de la question des responsabilités des acteurs du numérique. Oui, bah c'est exactement ça. En fait, on avait initialement mis le terme de contrôle parental parce que c'est le terme qui émergeait beaucoup dans les entretiens et c'est le terme que les enfants connaissent. Et en structurant l'analyse, on s'est dit, mais en fait, contrôle parental, ça va pas du tout. Déjà parce que parfois, il est absent. Donc, faire une typologie du contrôle parental dans des endroits où il n'y en a pas, ou en tout cas pas sous cette forme-là, c'est compliqué. Et donc, on a opté pour le terme d'accompagnement parental qui nous semblait plus juste. Peut-être que ça va évoluer, encore une fois, la recherche est en train de se faire. Mais voilà, on a pris ce terme qui était plus englobant. Si vous avez une suggestion d'un terme peut-être plus précis, plus exact, ça m'intéresse, mais... Pardon ? Médiation. Peut-être de préciser s'il s'agit du contrôle exercé par les parents ou du dispositif technologique de contrôle parental proposé par les plateformes. Peut-être juste de différencier. D'accord, oui. Mais effectivement, en l'état, il s'agit vraiment de la stratégie parentale qui va impliquer des dispositifs, des instruments, mais aussi du discours, tout un tas de choses. Oui, bonjour. Merci aussi pour vos interventions. Moi, j'avais aussi une question pour Plus Média Arfaoui. Votre tentative de monter une typologie avec des portraits types de parents par rapport à leur type de surveillance ou d'accompagnement, est-ce que vous êtes appuyé sur la typologie de Bomrine en essayant de prendre aussi en compte ces facteurs de réactivité? Vous avez plutôt pris comme facteur disponibilité en temps, je pense, et croiser avec voilà, les capacités numériques ou les compétences numériques. Donc, est-ce que l'ancienne typologie de Bomrine, elle est complètement obsolète et elle ne vous intéresse pas, et en fait, on ne mettra pas dedans d'autres facteurs comme la réactivité et le niveau d'exigence, ou est-ce que comment vous avez travaillé pour monter cette typologie? Alors, je ne me permettrai absolument pas de renvoyer vers l'obsolescence des typologies qui, par ailleurs, servent dans la littérature à plein de gens. Là, c'est vraiment un travail qui a été inductif. Donc en fait, on n'était pas du tout parti sur l'idée de monter une typologie. C'est en discutant avec les collégiens, en fait, en posant la question de est-ce que vous t'en parlez beaucoup avec les parents? Là, ils ne disent pas trop, pourquoi? Parce que ma maman, elle n'a pas le temps, on insiste là-dessus. Puis après, pareil sur le capital numérique, mais ta maman, du coup, elle n'est pas très forte, ou ton papa, il n'est pas très fort. Et donc, on essaie de les confirmer là-dessus. Et on se rend compte, en fait, que ça a des liens avec les stratégies qui vont être développées derrière. Donc peut-être à voir s'il n'y a pas une conjonction avec des typologies existantes à faire. Mais là, c'était vraiment l'idée d'avoir une proposition d'une typologie qui a été vraiment construite de manière inductive par rapport à ce qu'on a observé sur le terrain. Et donc notre dernière question. Allez-y. Oui, moi c'est une petite question, parce que pour Ado Progressiste, je connais la réponse, mais pour Mehdi et Margot, c'était est-ce qu'à un moment donné, vous avez pris en compte la question de la composition des familles et des fratries? Parce que la question de la médiation, elle se fait aussi par la question de savoir s'il y a d'autres enfants, etc. Alors oui, tout à fait. En fait, on voit que ce que j'ai remarqué sur mes terrains, c'est que les jeunes qui accèdent au numérique tout seuls, sans grand frère, sans grande sœur, déjà ils mettent un peu plus de temps à se faire aux outils, et ils font un peu plus de gaffe d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'ils vont partager sans trop savoir, etc., parce qu'il y a moins de concertation autour d'eux, et puis peut-être que dans leur classe, on ne parle pas suffisamment de point de vue technique. Et puis d'un autre côté, il y a l'effet grand frère, grande sœur. Donc un petit peu comme dans le cas de Mimi que j'ai présenté, où il va y avoir, chez les classes populaires, il peut y avoir une espèce de censure, en fait, où on va dire aux jeunes filles, comme on leur dirait, parce que c'est un autre bout de ce que dit Mimi dans cet entretien, comme on leur dirait « tu ne sors pas », on leur dit « tu ne vas pas sur Snapchat ». Donc ici, il peut y avoir aussi un certain contrôle, finalement, de la part de la fratrie. Et voilà, je pense que je vais laisser.
Moi, très rapidement, comme on est en train de traiter les questionnaires dans lesquels on posait précisément la question de la position de l'enfant dans la fratrie, on aura sans doute des résultats intéressants. On va voir, peut-être pas, mais l'hypothèse que j'aimerais bien tester, c'est l'hypothèse du renforcement de certaines stratégies, notamment par exemple sur la 16, c'est le fait de l'apparition d'un deuxième ou troisième enfant, le parent qui va dire non, mais le premier a déjà un téléphone, du coup le deuxième va m'en réclamer un, et donc on ferme davantage que s'il y avait eu peut-être un seul enfant dont on se sentirait plus apte en termes de disponibilité en temps, encore une fois, à contrôler. Et pareil sur la délégation, ça renforce des stratégies où potentiellement le parent s'extrait en fait de la médiation ou de l'accompagnement, précisément parce qu'on peut déléguer la tâche à un grand frère, une grande sœur. Mais ça n'est que des hypothèses à ce stade. Probablement la dimension ascétique est plus grande pour l'aîné, vis-à-vis de l'aîné. Parce que justement, à partir d'un certain moment, ça devient plus compliqué d'interdire quand les grands frères, etc. Donc, je pense que la 16 est plus grande chez. Mais je trouve votre typologie tout à fait intéressante. Juste, il y a une question, mais c'est la notion de disponibilité. Il y a la disponibilité parce qu'on sait bien que le temps passé avec les enfants est souvent plus grand dans les classes populaires que chez les parents cadres qui sont surbookés, etc. Mais par contre, le temps de dialogue autour du numérique ou autour des médias, il est peut-être plus spécifique chez les parents cadres qui utilisent les outils numériques, etc. En tout cas, nous, on l'a très bien vu dans l'enquête Ado Privacy. Et donc, cette question de disponibilité, c'est pas forcément une question de temps passé. Voilà. Oui, absolument. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que les deux doivent être réfléchis en conjonction. Cette question du capital numérique qui va empêcher justement de rentrer sur ces sujets, même quand on a du temps. Et je pense également que sur la question du temps, il faut mentionner le temps de manière quantitative, mais aussi de manière qualitative. On a, par exemple, dans des entretiens, des parents qui sont intermittents du spectacle. Très clairement, quand on est en journée, qu'on travaille de nuit ou ceci, cela, c'est pas la même qualité de temps pour pouvoir aborder ces sujets-là avec ses enfants, quoi. Ou en tout cas, certains entretiens de la supposée. Eh bien, très bien. Donc, je me permets de clôturer cette deuxième table ronde. Merci beaucoup pour toutes vos présentations.